Bienvenue dans Rewind, un podcast modulaire qui raconte l'histoire de la télévision en s'intéressant à la technique. Aujourd'hui, cap sur un équipement sans qui la radio et la télé n'existeraient pas, le microphone. De l'animateur aux cravates, au preneur de son embusqué, en passant par l'ambiance d'un théâtre, des studios de l'ORTF au terrain de foot, de la mono au surround immersif, l'histoire du broadcast est intimement liée au microphone qui transforme les ondes physiques en un signal électrique ou numérique et le silence en un récit fantastique. Acte 1, du téléphone à la télévision. Avant même l'image, il y a eu le son. Pour pouvoir s'adresser à de grands groupes de personnes, il a rapidement fallu trouver un moyen d'amplifier la voix humaine. Les tout premiers dispositifs utilisés à cette fin étaient des porte-voix acoustiques. Et l'idée ne date pas d'hier. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce antique, les acteurs de théâtre portaient des masques avec une ouverture en forme de cône. Ce dispositif amplifiait naturellement leur voix pour que tout le public, même ceux assis là-bas tout en haut de l'amphithéâtre, puissent les entendre. Si le porte-voix est le premier dispositif qui a pour but de transporter la parole, rapidement, on cherche à mettre en place des dispositifs qui permettent de propager les sons sur de plus grandes distances et avec un peu plus de discrétion. Avant l'invention du téléphone électromagnétique, il existait déjà des appareils mécaniques capables de transmettre la voix ou même la musique sur de longues distances. Les tout premiers téléphones mécaniques fonctionnaient grâce à des tuyaux ou à d'autres supports physiques qui transportaient les vibrations du son. L'un des pionniers dans ce domaine, c'est le physicien et inventeur britannique Robert Hooke. Entre 1664 et 1685, il mène plusieurs expériences sur la transmission du son à travers des fils tendus. Et dès 1667, il aurait même créé une sorte de téléphone à ficelle. En VO, le Tin Can Phone ou encore le Lover's Phone. Très romantique, n'est-ce pas ? En 1856, un inventeur italien, Antonio Meucci, met au point un micro dynamique, un dispositif capable de générer un courant électrique en déplaçant une bobine de fil à différentes profondeurs dans un champ magnétique. Cette idée de modulation du courant, aussi simple qu'ingénieuse, allait devenir la base même de la technologie du téléphone pendant des décennies. Dans une note écrite en 1857, Meucci expliquait son invention ainsi. Elle se compose d'une membrane vibrante et d'un aimant électrifié autour d'un fil en spirale. Les vibrations de la membrane modifient le courant de l'aimant. Ces variations, transmises à l'autre extrémité du fil, provoquent des vibrations analogues dans la membrane réceptrice et reproduisent la parole. Pas mal, non ? En gros, Meucci avait déjà compris le principe fondamental du microphone qui allait servir au téléphone moderne. Le physicien allemand Johann Philipp Reis, vers 1861, met au point un transmetteur de son assez ingénieux. Une fine bande métallique posée sur une membrane reliée à un point de contact en métal pour fermer un circuit électrique. Selon lui, quand la membrane vibrait, le petit contact bougeait au rythme du son, créant un courant électrique variable. En théorie, plus le son était fort, plus les vibrations modifiaient l'intensité du courant. En pratique, ça marchait, mais pas assez bien pour transmettre la parole de manière claire. Un peu plus tard, un inventeur américain, Elisha Gray, propose une autre idée, le transmetteur liquide. Cette fois, une membrane faisait bouger une tige métallique plongée dans une solution acide en face d'une autre tige fixe. Les variations de pression sonore faisaient changer la distance entre les deux tiges, ce qui modifiait la résistance électrique du liquide et donc le courant du circuit. Le 10 mars 1876, Alexander Graham Bell réussit la première transmission de paroles compréhensibles à travers un téléphone rudimentaire avec la fameuse phrase « Mr. Watson, come here ». It is a great pleasure to respond to this cordial invitation and to come to the Bell Telephone Laboratories and speak in this way about the days when Bell was working out his invention of the telephone. To do such a thing as this would have been not only impossible, it would have been inconceivable in the days when I was working with Mr. Bell. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le même jour, Elisha Gray dépose une caveat. C'est un document
annonçant son intention de breveter exactement la même invention. Les deux hommes ont donc revendiqué le téléphone le même jour. Finalement, les tribunaux ont tranché en faveur de Bell, simplement parce qu'il avait déposé son brevet quelques heures avant Gray. Ironie du sort, à ce moment-là, aucun des deux n'avait encore réussi à transmettre une parole intelligible par téléphone. Les fameux transmetteurs liquides, dont on parlait tout à l'heure, n'étaient pas franchement incroyables en termes de qualité sonore. Du coup, plusieurs inventeurs se sont mis à chercher d'autres solutions. Parmi eux, un certain David Edward Hughes. Déjà bien connu dans le monde du télégraphe, il avait obtenu un brevet en 1855 pour un appareil capable d'imprimer les messages reçus. Une invention qui a rencontré un vrai succès aux États-Unis, puis en Europe. Mais en 1878, Hughes franchit une nouvelle étape. Il conçoit un microphone à granulés de carbone. Le principe était simple, mais révolutionnaire. De minuscules grains de carbone placés dans un petit espace fermé voyaient leur résistance électrique changer en fonction de la pression exercée par une membrane vibrante. Ah oui, Jamy. En clair, le son faisait varier le courant électrique, exactement ce qu'il fallait pour la téléphonie vocale. Alors oui, par rapport à nos micros d'aujourd'hui, c'était bruyant, plein de distorsions, mais à l'époque, c'était une avancée énorme. Et fun fact, c'est aussi Hughes qui aurait inventé le mot microphone. Lors d'une démonstration, il avait installé son dispositif sur une petite boîte contenant des insectes. Le public pouvait entendre leur grattement amplifié. Les journaux de l'époque ont écrit que l'appareil agit pour l'oreille comme le microscope agit pour l'œil, d'où le nom microphone. Quelques années plus tard, Thomas Edison reprend l'idée et l'améliore encore. En 1886, il met au point le transmetteur à bouton de carbone, formé d'une cavité remplie de granulés de charbon anthracite, placés entre deux électrodes, dont l'une était reliée à une fine membrane de fer. Ce design était simple, bon marché et incroyablement efficace. Résultat, il est devenu le standard mondial des téléphones pendant une grande partie du XXe siècle. Si l'histoire du téléphone est intimement liée à celle du microphone, l'histoire de la radio l'est tout autant. La radio précède la télévision et c'est avec elle que naît l'usage des micros en broadcast. Nous sommes au tout début du XXe siècle. La voix humaine, jusque-là confinée aux salles de spectacle et aux disques, entre dans l'espace invisible des ondes hertziennes. La première émission radiophonique de l'histoire est diffusée en 1906 par Reginald Fessenden depuis le Massachusetts. Un peu de violon, un extrait de la Bible et une voix, la sienne, émise grâce à un microphone rudimentaire à charbon, mais le son est encore faible, saturé et imprécis. Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden, speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel Largo. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible. Le transducteur piézoélectrique arrive ensuite. Il est basé sur les travaux fondamentaux des frères Curie au XIXe siècle. On connaît tous Pierre et Marie Curie, mais il y avait aussi le frère de Pierre, Jacques. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ces premiers modèles utilisaient des cristaux de quartz ou de sel de Rochelle pour transformer les vibrations sonores en signaux électriques. Le concept était brillant, mais la qualité sonore, elle laissait un peu à désirer. Aujourd'hui encore, on retrouve ce principe dans certains micros de contact, mais avec des céramiques spéciales bien plus performantes. Parmi les ingénieurs marquants, Edward Vente chez Bell Labs invente en 1916 ce qui deviendra le standard du microphone de studio. À l'origine, c'était un outil de laboratoire destiné à mesurer l'intensité sonore avec précision. Sa capsule à électrés est un bond de géant pour la clarté de la voix. Il faudra attendre les années 1920 et Edison, Berliner et puis surtout Western Electric qui vont mettre au point les premiers microphones à condensateur électrostatique. À cette époque, l'arrivée de l'enregistrement électrique sur disque et de la radiodiffusion a complètement changé la donne. C'est à cette époque aussi qu'apparaît l'un des modèles les plus emblématiques, le microphone à courant transversal de Marconi Rice. Tu l'as sûrement déjà vu sur d'anciennes photos de studios de radio, cette grosse capsule octogonale typique des débuts de la BBC. Ce micro a été inventé en Allemagne par un jeune ingénieur de la société Rice, Georg Neumann, un nom qui deviendra légendaire dans le monde du son puisqu'il fondera ensuite sa propre marque de microphone, Neumann,
comme on dit en France. En 1925, la toute nouvelle BBC adopte officiellement le modèle Marconi Rice et il sera utilisé quotidiennement pendant plus de 10 ans. Un vrai symbole de la naissance de la radio moderne. Les techniciens l'appelaient affectueusement le meat safe, littéralement le garde-viande, à cause de sa grande grille métallique qui ressemblait à une cage de boucherie. Sur le plan technique, il utilisait une fine bobine plate en aluminium, à la fois comme membrane et comme élément mobile suspendu dans du coton. Le champ magnétique, lui, était produit par un énorme électroaimant qui consommait environ 4 ampères sous 8 volts. Pas exactement un modèle d'économie d'énergie. Mais malgré sa taille et ses besoins électriques, ce micro a marqué une vraie avancée. Il posait les bases du microphone dynamique moderne. Parmi les grands noms de l'ingénierie du son, il y a aussi Alan Blumlein, un véritable génie de l'audio. Employé à l'époque par la Columbia Graphophone Company, qui deviendra plus tard EMI, Blumlein travaillait sur un micro à bobine mobile destiné à accompagner ses systèmes d'enregistrement électrique sur disque. Son approche était très novatrice. Il utilisait une membrane en bois de balsa recouverte de celluloïd et de fines feuilles d'aluminium. La bobine mobile, en aluminium anodisé, était fixée directement sur cette membrane. Et pour ses premiers essais, Blumlein a tout simplement emprunté les batteries des voitures de ses collègues pour alimenter l'électroaimant. Une vraie scène de laboratoire improvisé. Le premier prototype, appelé HB1A pour Holman et Blumlein, les deux inventeurs, est testé en novembre 1930. Il est alors comparé au microphone à condensateur de Western Electric. Le Western Electric, c'était la référence absolue de l'époque. Après plusieurs ajustements, notamment un système de vis permettant de régler la tension de la membrane, la version finale, le HB1B, devient un succès majeur. Ce micro sera utilisé non seulement dans les studios d'enregistrement d'EMI, mais aussi par la toute nouvelle BBC Télévision lors de ses premières émissions depuis Alexandra Palace en 1936. Un vrai jalon dans l'histoire du son et un bel exemple d'ingéniosité britannique. Avec l'essor du cinéma et de la télévision, la demande de micros encore plus directionnels explose. On essaie d'abord des systèmes bricolés, avec plusieurs micros omnidirectionnels montés sur de grandes plaques, puis des micros paraboliques pour concentrer le son. C'est à la fin des années 30 que Western Electric et RCA, Radio Corporation of America, développent une solution beaucoup plus ingénieuse, le micro canon. Devant la capsule, il place un faisceau de tubes étroits. Les sons venant de face passent sans problème, les ondes arrivent en phase et s'additionnent. Mais les sons venant des côtés ou de l'arrière parcourent des chemins différents, arrivent décalés dans le temps et s'annulent en grande partie. Résultat, un micro qui écoute vraiment dans une seule direction. Une invention clé pour le cinéma et la télévision moderne. Au fil du temps, la fameuse technique du tube d'interférence a été perfectionnée pour donner naissance aux micro-canons qu'on utilise encore aujourd'hui. Ils sont ultra directionnels, parfaits pour capter un son précis à distance. Mais attention, il reste une limite, les basses fréquences. À moins d'avoir un tube d'interférence très long, il est difficile d'obtenir une bonne directivité dans les graves. Aujourd'hui, la technologie prend un nouveau virage. Grâce au traitement numérique du signal et au réseau de capsules multiples, on peut simuler et ajuster la directivité en temps réel. L'un des gros problèmes des premiers micros à condensateur, c'était leur sensibilité à l'humidité. Leur capsule fonctionne à très haute impédance et quand l'air est humide, il devient un chemin de fuite pour la charge électrique de polarisation, ce qui provoque les fameux bruits de friture. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Dès 1924, Rieger propose une idée brillante, le micro à condensateur HF haute fréquence. Il utilise une capsule capacitive intégrée dans un circuit résonnant à basse impédance, excité par un oscillateur radiofréquence. La variation de capacité due au son faisait varier la fréquence de résonance et en démodulant le signal RF, on récupérait le son sous forme de signal audio. C'est Sennheiser qui va en faire un véritable succès en pionnier de la microphonie RF. Encore aujourd'hui, la marque allemande fabrique une large gamme de micros à condensateur HF, réputés pour leur stabilité et leur robustesse. La miniaturisation des micros à condensateur
classique, quant à elle, n'a vraiment décollé qu'avec l'arrivée du transistor à effet de champ. Grâce à son impédance d'entrée extrêmement élevée, il a pu remplacer les anciens convertisseurs à lampe. Mais depuis les années 50, plusieurs ingénieurs ont tenté d'aller encore plus loin en intégrant directement le capteur et le circuit d'amplification. Par exemple, Harry Olson avait imaginé un système où la membrane faisait bouger une électrode reliée à une lampe à vide, modulant directement le courant électrique selon les vibrations. Plus tard, Sikorsky a fait vibrer une petite tige de saphir reliée à un transistor modifiant sa conductivité. En 1949, Neumann sort le U47, le premier micro à condensateur à large membrane, avec une lampe intégrée. Cela deviendra une légende, utilisée à la fois pour les voix radiophoniques, la musique et la télévision. En France, les micros de pointe restent importés d'Allemagne ou des États-Unis. Ainsi, les toutes premières voix télévisées françaises sont souvent captées sur des micros Neumann, Bayer, RCA ou Marconi, installés sur des plateaux rigides avec peu de liberté de mouvement. Dans les années 50, une autre marque s'implante en France. Un représentant commercial français qui avait d'excellents contacts avec les radiodiffuseurs nationaux se noue d'amitié avec un certain Carl Schops, docteur de son état et fondateur de la célèbre marque de micros Schops. Cette amitié donne à l'entreprise une position de marché considérable en France et qui perdure encore aujourd'hui. À l'époque, plus de la moitié de la production de micros est exportée vers la France. Plus récemment, on utilise des jauges de contraintes piézorésistives comme celles fabriquées par National Semiconductor, capables d'une réponse en fréquence plate jusqu'à 20 kHz, même si leur sensibilité reste assez faible. Enfin, le micro à condensateur traditionnel, longtemps considéré comme la référence absolue, a été peu à peu supplanté par les capsules électrées prépolarisées. Ces micros sont plus stables, plus petits et ne nécessitent pas de tension de polarisation externe. Aujourd'hui, on connaît davantage DPA, la division studio et live de BK, mais c'est bien sous cette marque que les célèbres micros de la série 4000 ont été édités. Ils étaient parmi les premiers électrés acceptés dans les studios de qualité professionnelle. Et la marque AKG a ensuite innové avec le C4000, le premier micro multimembrane à directivité variable, entièrement prépolarisé. Une vraie prouesse technologique qui a marqué un tournant dans l'histoire du son. Acte 2. Les premières voix. Imaginez, on est au début du mois de novembre 1921. Tout en haut de la Tour Eiffel, un petit poste émetteur commence à diffuser discrètement des émissions musicales. À l'époque, ce n'est encore que de l'expérimentation. Le matériel est rudimentaire, à peine adapté à la transmission de la voix, et encore moins de la musique. Les programmes sont simples, presque artisanaux. En début de soirée, on lit un bulletin météo, puis on enchaîne avec un petit concert de violon et parfois une revue de presse. Rien de spectaculaire, mais c'est déjà le tout début de la radiodiffusion française. Quelques semaines plus tard, le 26 novembre 1921, une première expérience publique de radiodiffusion est tentée depuis l'émetteur de Sainte-Assise. Et le 24 décembre 1921, veille de Noël, la Tour Eiffel diffuse enfin sa première émission radiophonique officielle. Seule une poignée de passionnés, les fameux sans-filistes, réussissent à capter le signal sur leur poste à galène. Des radios construites à la main, souvent dans le salon ou l'atelier. Et c'est ce soir-là qu'on entend pour la première fois en France une voix à la radio. « Allô, allô, ici poste militaire de la Tour Eiffel ». Ces mots, prononcés par un sapeur télégraphiste, marquent la naissance de la radio française. Une nouvelle ère commence, celle de la voix qui traverse l'air. La première voix entendue à la radio française est celle de Sacha Guitry, qui parle sur les ondes expérimentales de la Tour Eiffel dès 1921. Mes débuts. Raconter mes débuts, c'est déjà me faire un effort de mémoire. Mais la chose m'a été si aimablement demandée que j'aurais mauvaise grâce à me faire prier. Je suis auteur dramatique et je suis comédien. Quelques années plus tard, c'est Radio-La, futur Radio Paris, qui fait entendre des voix dès 1930. Des figures comme Jean Nohain ou Pierre Dac s'imposent à l'antenne. En Grande-Bretagne, la BBC est fondée en 1922. John Wraith, son premier directeur général, impose un ton très codifié, académique, quasi religieux. Le roi George V y prononce un discours dès 1932 avec le fameux microphone Marconi Reis. Through one of the marvels of modern science, I am enabled this Christmas Day
to speak to all my peoples throughout the empire. I take it as a good omen that wireless should have reached its present perfection. Aux États-Unis, Franklin Delano Roosevelt marque l'histoire avec ses fireside chats, prononcés calmement à la radio, micro RCA posé sur le bureau ovale. Dès les années 1930, les premiers micros utilisés dans les studios sont massifs. Il s'agit de microphones d'abord à charbon, puis à ruban, comme le RCA 44, inventé par Harry Olson, dont on parlait tout à l'heure. Ils étaient très sensibles et très capricieux. Ces micros ne supportent ni l'humidité, ni le vent. Leur réponse en fréquence est limitée, et pour le rendu, c'est un peu nasillard. Faisons une pause. Pause ! Vous avez tous en tête des extraits des premières émissions radio, avec ce phrasé caractéristique de l'époque, mais surtout ce son nasillard. Monsieur Berthelot, que la découverte du phonographe. Ce n'était pas un effet de style, mais la conséquence d'une technique encore rudimentaire. La fréquence de la voix humaine s'étend grosso modo de 80 Hz à 12 000 Hz. C'est le micro à charbon qui est utilisé dans les années 1900-1930, notamment dans les téléphones et les radios. Ces micros avaient une bande passante très réduite, souvent limitée de 300 à 3000 Hz. Les basses, en dessous de 300 Hz, et les aigus, au-dessus de 3000 Hz, étaient quasiment absents. Et puis, la réponse en fréquence était irrégulière. Certaines fréquences médianes, entre 1 et 2 kg, étaient exagérées. D'où l'effet nasillard et métallique, et le bruit de fond était très élevé. Les grains de charbon produisaient un souffle constant. Plus tard, les micros à ruban ont un peu amélioré le rendu, mais déformé encore la voix avec une réponse en fréquence comprise entre 50 Hz et 10 000 Hz. Mais revenons à nos moutons. La télévision, d'abord expérimentale, prend de l'essor à la fin des années 30. Dans l'Hexagone, la toute première voix entendue en télévision est celle de Suzanne Bridoux, le 26 avril 1935, sur l'émetteur du ministère des PTT. Elle lit un poème de Paul Fort. Après la guerre, les speakerines célèbres deviennent les visages, mais aussi les voix de la RTF. Avec leur ton calme, rassurant, leur diction parfaite et jamais un mot de travers, pas comme moi. Oui, partant de Bruxelles, via Lille, Arras et Amiens, pour Paris, qui sera sa destination, notre train de Noël sera conduit par Jean Nohain et toute son équipe habituelle. Jacqueline Joubert sera la première speakerine suivie de Catherine Langer. À la BBC, la première émission télé date de 1936, présentée par Leslie Mitchell, une des toutes premières voix de la télévision mondiale. Now this is a microphone test for camera noise. To find out whether Blimp is the original character presented by Lowe or the one of movie tones. I have a little thing which I would like to say to Sid Wiggins. Aux États-Unis, la chaîne WNBT, future NBC, lance ses émissions régulières en 1941. Ray Forrest, pionnier new-yorkais, est l'un des premiers présentateurs en direct. Ses premières voix sont captées par de gros micros, souvent fixés sur un socle ou suspendus au-dessus du cadre. Sur les plateaux, on trouvait une espèce de petite grue au bout de laquelle on accrochait le micro. Et cet engin était opéré par un perchman. À l'aide de manivelles, il orientait le micro et actionnait le bras. James Fisher est l'un des illustres constructeurs de cette machinerie, que l'on trouve aujourd'hui encore sur certains plateaux de cinéma et sur quelques plateaux de télévision, aux États-Unis notamment. Ces dispositifs imposent au présentateur une diction nette, une proximité physique avec l'appareil et surtout une posture, celle du parleur officiel. Mais ils ont un avantage, être toujours ou presque bien placés. Revenons en 1939. Avec la guerre, le reportage s'invite dans la radio. Il faut des micros de terrain. C'est là qu'arrive le micro dynamique, qui est moins fidèle mais bien plus robuste, notamment grâce aux travaux de Shaw Brothers aux États-Unis, qui sortent dès 1939 le modèle 55 Unidyne, la fameuse tête de mort, devenue une icône pop. Acte 3, le micro hors des plateaux. Dans cette période de guerre, la BBC apprend peu à peu à faire vivre le front aux auditeurs. Au centre de cette révolution, Richard Dimbleby, l'un des tout premiers et des plus courageux reporters de guerre britanniques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dimbleby ne se contente pas de raconter la guerre, il la vit. Il embarque sur plus de 20 missions de bombardement avec la Royal Air Force, notamment une expédition périlleuse au-dessus de Berlin le 16 janvier 1943. Son arme à lui,
un microphone. Il commente en direct depuis l'avion, captant tout, le rugissement des moteurs, les éclats de la DCA, la tension qui remplit la cabine. Alors que les bombes pleuvent sur la capitale britannique, Dimbleby se tient sur les toits et dans les rues, micro à la main. Il retransmet en direct le son des sirènes, des cris, des explosions et des Londoniens réfugiés dans les abris. À cette époque, c'est une révolution. Avant lui, les nouvelles à la radio étaient lues depuis des studios à l'abri d'un ton froid et distant. Mais Dimbleby change tout. Il fait du microphone une fenêtre sur la réalité, un moyen de vivre les événements. Pour rendre cela possible, les ingénieurs de la BBC conçoivent des magnétophones portables, surnommés les midgets. Ils pesaient environ 20 kilos, ce qui paraît énorme aujourd'hui, mais c'était une avancée spectaculaire. Enfin, on pouvait enregistrer sur le terrain, sans camion ni studio. En avril 1945, depuis Bergen-Belsen, Dimbleby est parmi les premiers à témoigner depuis un camp libéré. Son récit est glaçant et si bouleversant que la BBC hésite d'abord à le diffuser en entier. Quand il passe à l'antenne, le monde découvre l'horreur, sans filtre, sans artifice. Avec son micro, Dimbleby a transformé le journalisme. Il a prouvé que l'information ne se limite pas à des mots. Elle peut faire ressentir. Grâce à lui, la radio devient un espace d'émotion, de vérité, d'immersion. Bien sûr, il affrontait d'immenses difficultés. Les équipements étaient lourds et fragiles, les zones de combat étaient dangereuses, les risques constants, sans parler des pannes et du bruit ambiant. Mais malgré tout, il a inventé une nouvelle manière de raconter, celle du reportage immersif, du témoignage sonore. Celle qui inspire encore aujourd'hui les reporters de terrain et les journalistes radio du monde entier. Pendant la guerre, la BBC fait office de porte-voix pour les Français. Radio Londres diffuse des informations qui échappent à la propagande de l'occupant, et puis elle émet également les fameux messages codés. Ici, Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. Une des voix françaises de la BBC est Pierre Lefebvre. En juillet 40, alors que la France vient de tomber, il prend une décision lourde de sens. Il part en exil pour continuer le combat autrement, avec un micro. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Ce jour-là, et dans les jours qui suivent, Lefebvre est sur le terrain. Depuis la Normandie, il lance ce message devenu historique. Allô BBC, ici Pierre Lefebvre, qui vous parle de Normandie. Depuis 4 ans, avec mes camarades de la radio de Londres, nous vous avons parlé d'Angleterre. Aujourd'hui, je vous parle du sol normand, déchiré par la guerre, mais partiellement libéré. Ces mots simples, mais chargés d'histoire, signifient une chose. Pour la première fois, un journaliste français émet depuis la zone de guerre, sur le sol national, relié par micro à Londres. Son reportage mêle le bruit des avions alliés, les tirs de la DCA, les voix des civils et l'avancée des troupes de libération. Sa voix, revenue d'exil, porte à la fois le son de la bataille et l'émotion de la délivrance. Grâce à son micro, les auditeurs en France, qu'ils soient encore occupés ou déjà libérés, peuvent suivre l'avancée des troupes de libération. Comme Dimbleby, Pierre Lefebvre a participé à une véritable évolution du journalisme radio. Au plus près des combats, il a fait entendre la réalité brute. Sa voix, son souffle, les bruits de fond qu'il enregistre, tout ça crée une immersion nouvelle. C'est le passage de la radio descriptive à la radio vécue. Et ce modèle, celui du reportage de terrain, inspirera plus tard la télévision, le reportage audio portable, puis le journalisme live qu'on connaît aujourd'hui. Lors d'un reportage en Normandie, il décrit la scène. Partout, des sourires vers les camions. Les petits garçons grimpent sur les motos, demandent gentiment du chocolat, tandis que sans cesse, des avions ronflent au-dessus de nos têtes. Avec Lefebvre, la radio n'est plus seulement un média, c'est la mémoire sonore de la libération. Plus tard, dans les années 60, le son se libère encore un peu plus. Le studio n'est plus le seul terrain de jeu de l'audio. L'actualité, les documentaires, les émissions en mobilité réclament des outils plus légers, plus agiles. Le tandem caméra 16 mm plus Nagra devient l'étalon du reportage. Mais comment capter une voix claire au milieu du tumulte d'une manifestation ou du silence pesant d'un champ de bataille? Pour cela, on perfectionne un type de micro ultra directionnel, le micro canon. C'est Sennheiser qui va en faire un standard avec des modèles comme le MKH 405
puis le MKH 416, lancé en 1975, devenu culte dans le cinéma, le documentaire et les plateaux télé. On utilise encore ce micro aujourd'hui. Ce micro, long, tubulaire, repose sur un principe de réjection latérale. Il capte ce qui est droit devant et ignore tout le reste. Il est idéal s'il est bien positionné. C'est là qu'entre en scène un nouvel acteur, bien humain celui-là, le perchman. Pas le même que celui dont on parlait tout à l'heure. Celui-là, il est sur le terrain. Les premières perches audio portatives apparaissent dans les années 50. Elles sont rigides, en bois ou en aluminium. Il y a déjà de l'idée. Mais la rigidité et les matériaux transmettent les vibrations et les chocs jusqu'au corps du micro, induisant des bruits sourds désagréables. Dans les années 80, Stéphane Vandenberg sort de l'école Louis Lumière. Il s'inspire de sa passion, la pêche, et donc de ses cannes à pêche, pour fabriquer la toute première perche de microphone au monde en fibre de carbone. La Pacifique 54 en bambou hawaïen refondu, fabrication française. Alors, qu'est-ce que vous en dites, monsieur ? Bien plus légère et maniable, la perche en fibre de carbone est devenue un standard mondial. Au fil du temps, les matériaux et les techniques de fabrication permettent de supprimer la propagation des bruits et des chocs dus à la manipulation de la perche. Le perchman devient une figure clé. Il sait lire les dialogues en avance, se faufiler entre les projecteurs, éviter l'ombre dans le champ et surtout, garder le micro juste hors du cadre. Mais où est-ce qu'il est, ce con de perchman ? Qu'est-ce qu'il fout ? Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Des perches, on en retrouve partout, et pas que sur les plateaux de cinéma. On en retrouve en reportage, ou alors sur les stades de foot pour capter le bruit du ballon qui meurt dans les filets du but, ou sur les terrains de rugby encore, pour entendre le rugissement de la mêlée. Lors de captations de spectacles vivants, quand la rampe est insuffisante. Et puis, vous avez déjà vu en photo ou à la télévision ces scènes de meute. Les titres de ce journal. Révélation, une femme qui avait la bouche en cul de poule vient de pondre des yeux. Rarissime, à Roland-Garros, Noah gagne sans se fouler. La meute, c'est l'attroupement de tous les journalistes autour d'une personnalité politique, par exemple à la sortie d'une réunion ou d'un événement. Dans cette situation, rien de mieux qu'une perche pour aller chercher le sonore qui fera l'ouverture du JT. Acte 4, l'époque du micro HF. Mais parfois, la perche n'est pas le bon outil. En plan large, sur une scène ou dans un débat en plateau, on cherche une solution plus discrète. C'est là qu'arrive le micro-cravate. Ce type de micro trouve son origine dans les années 30, mais il reste volumineux et fragile. Il faut attendre les années 50 et 60 pour qu'il devienne réellement exploitable, grâce aux travaux de marques comme Sony, Electro Voice ou Shure. Au départ, c'est plutôt un gros micro-main qu'on attache avec une corde autour du cou comme un collier. C'est pas très discret. Les premiers modèles sont l'Electro Voice 647A, le Shure 530 Slendyne ou encore le français Lem avec le Deo 42. Dès 1936, Lem, une société française basée en région parisienne, produit des micros et plus particulièrement des micros à bobine mobile. En 1955, Lem est la première à utiliser des membranes en mylar. Cette matière est stable, inaltérable et insensible à l'humidité, des caractéristiques qui permettent à Lem de proposer des micros exceptionnellement robustes. Lem produira ensuite des micros cardioïdes, dits anti-Larsen, puis des électrés. Pendant longtemps, les micros Lem étaient le standard de la radiodiffusion et de la télévision en France. Justement, en France, la RTF puis TF1 utilisent massivement le Sony ECM50, mais surtout le Lem EO 668 à partir des années 80, notamment en talk show et en info. Il s'agissait de petits micros électrés, omnidirectionnels, faciles à fixer sous le col d'une chemise ou sur le revers d'une veste. Reste un problème, le câble. Au théâtre ou en reportage, il gêne, se prend dans les pieds ou les épaules. Alors, on rêve de transmission sans fil. Brighton est une charmante ville de la côte sud de l'Angleterre. Son pier, son architecture, l'atmosphère est typique des stations balnéaires anglaises. Nous sommes en 1947. Reg Moores, à la fois patineur artistique et ingénieur de vol dans la Royal Air Force, s'apprête à changer la façon dont on entend la scène. À cette époque, personne ne parlait encore de micro sans fil, mais Moores imagine une idée audacieuse. Un micro radio portatif capable de transmettre la voix d'un artiste sans câble directement à un récepteur. Il fabrique lui-même le prototype et 2 ans plus tard, il le teste pour la première fois en septembre 1949 à la patinoire de Brighton dans le spectacle Aladdin on Ice produit par Tom Arnold.
Le micro est dissimulé dans le costume du méchant Abanazar. Oh, manquez plus que ça! V'là qui craque! Il a les plombs qui pètent! Jafar! Jafar! Un peu de courage! Et là, miracle technologique, ça fonctionne parfaitement. Le public entend la voix de l'acteur, claire et naturelle, alors qu'il patine sur la glace. Mais il y a un problème. Morse n'a pas breveté son invention, car elle utilisait une fréquence radio illégale, 76 MHz. Impossible donc de la commercialiser. Malgré tout, Reg Morse restera dans l'histoire comme l'un des tout premiers inventeurs du micro sans fil. Et pour que son idée ne soit pas oubliée, il fera un dernier geste symbolique. En 1972, il offre son prototype de 47 au Science Museum de Londres, un petit objet né sur la glace, devenu une invention qui changera à jamais la manière de chanter, jouer et se produire sur scène. La paternité du microphone HF est largement revendiquée. Aux États-Unis, au début des années 50, Herbert McClelland, un ingénieur de Wichita au Kansas, met au point un micro sans fil conçu pour être porté par l'arbitre de baseball. Un petit émetteur est fixé dans le dos de l'arbitre, discret mais efficace. Grâce à ce système, les spectateurs entendent enfin le bruit du jeu, les appels de l'arbitre, en direct lors des matchs de Ligue majeure diffusés par NBC depuis le Lawrence Dumont Stadium. The following program is brought to you in living color on NBC. Aux États-Unis, toujours, Shaw Brothers revendique aussi être à l'origine du premier système HF avec son Vagabond 88, un nom qui dit tout, le micro du voyageur, libre de bouger et surtout destiné aux artistes. L'émetteur, rempli de 5 minuscules lampes à vide, pouvait couvrir une scène allant de 45 à 465 mètres carrés, selon les interférences locales bien sûr. Pas encore une portée gigantesque, une quinzaine de mètres, mais une révolution, une puissance. Les artistes pouvaient enfin se déplacer librement sur scène tout en gardant un son clair. Presque au même moment, dans les laboratoires Bell Labs, l'ingénieur Donald E. Thomas met au point un autre prototype, un émetteur miniature à transistor unique dont le signal pouvait être capté par n'importe quel poste radio FM. Quelques années plus tard, en 1957, la révolution passe en Europe. En Allemagne, la société Laboratorium Van Bossel, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Sennheiser, développe avec la chaîne publique NDR un micro sans fil baptisé Microport. Commercialisé par Telefunken en 1958, ce petit bijou de technologie tenait dans la poche et offrait une portée de près de 90 mètres. C'était un micro dynamique cardioïde déjà pensé pour la scène et la télévision. Aux États-Unis encore, en 1957, Raymond A. Littke, ingénieur à San José, invente un micro-cravate sans fil, pensé pour la télévision, la radio et même l'enseignement. Son émetteur de la taille d'un cigare pesait à peine 200 grammes et se portait autour du cou, l'antenne intégrée au cordon. En 1959, la société Vega Electronics en reprend le design et sort le célèbre Vega Mic. Et là, moment historique, ce micro est utilisé lors des conventions démocrates et républicaines de 1960. Les journalistes peuvent enfin se déplacer librement parmi les délégués, micro à la main, pour interviewer des candidats comme John Fitzgerald Kennedy ou Richard Nixon. En 1964, le brevet de Littke est officiellement accordé à Vega Electronics. Dans les décennies suivantes, la technologie HF se développe chez Sennheiser, bien sûr, mais aussi chez Sony, avec des packs robustes pour le terrain, Beyer Dynamic, qui propose des systèmes UHF compacts, Audio-Technica, et puis bien sûr, Lectrosonics, qui domine les tournages cinéma américains des années 90. Les micros HF deviennent des bijoux de technologie. Compacts, résistants à la transpiration, à la pluie, et capables de transmettre sur plusieurs centaines de mètres sans interférence. La miniaturisation de ces micros atteint un sommet avec des modèles comme le DPA 4060 ou le Countryman B6 qui a la taille d'une tête d'épingle. Et puis il y a encore le Sanken, le COS 11. À la fin des années 80, Madonna est en pleine tournée avec le Who's That Girl World Tour. Saturday night, Madonna live. Le concert pop mêle danse, chorégraphie millimétrée, changement de tenue éclair, scénographie spectaculaire, bref, un véritable show total. Mais il y a un problème, le micro. Le micro à la main, c'est lourd, ça limite les mouvements. Le pied de micro, c'est encore pire, impossible de danser à fond tout en chantant. Et le cravate, c'est pas vraiment fait pour le chant, surtout quand on bouge dans tous les sens. Son équipe comprend vite que s'ils veulent que Madonna chante et danse librement, il leur faut une solution totalement nouvelle.
Un micro qui reste collé à sa bouche et qui capte bien la voix et qui lui libère les mains. Son ingénieur du son, Andy Ebert, avec l'aide de techniciens de Sennheiser et Sony, conçoivent un micro sur mesure. À l'époque, les micro-casques existaient, mais seulement dans les cours d'aérobic ou les conférences d'entreprise. Pas du tout fait pour les concerts géants. Ils étaient fragiles, sensibles au larcène et franchement pas très glamour. Madonna et son équipe modifient donc une capsule de micro-miniature à condensateur, probablement un prototype de Sennheiser MKE, monté sur un arceau métallique ultra léger, le tout est caché sous ses cheveux, stable, même pendant les chorégraphies les plus intenses. Le micro est relié à un émetteur sans fil UHF fixé discrètement dans le bas de son dos sous le costume. Du jamais vu dans la pop de l'époque. Quand la tournée démarre au Japon en juin 87, le public hallucine. Madonna danse, saute, chante, sans micro visible. Les journalistes sont fascinés. Certains pensent même qu'elle fait du playback. Mais non, elle chante, et elle chante bien en direct. C'est la première fois qu'une artiste pop utilise un micro-casque sans fil dans un concert de stade. Ce micro devient un symbole de liberté scénique. Et il ouvre la voie à tout ce qu'on verra ensuite. Janet Jackson, Beyoncé, Britney, et tous ceux qui danseront et chanteront sans contrainte. Madonna venait, sans le savoir, d'inventer le standard de la performance pop moderne. Le micro serre-tête est aujourd'hui surnommé le Madonna partout dans le monde. Aujourd'hui, sur les plateaux, chaque intervenant porte un bodypack HF couplé à un micro-cravate. On utilise des réseaux d'antennes en diversity, on les déporte pour couvrir des zones énormes, on utilise des matrices et des splitters d'antennes. Le numérique gagne du terrain sur l'analogique. Les récepteurs ont aujourd'hui des densités importantes. Pendant longtemps, on ne recevait que 2 liaisons dans une unité de rack. Aujourd'hui, c'est près de 32 dans un seul U. En plateau ou en plein air, le micro n'a jamais été aussi invisible. Mais paradoxalement, il n'a jamais autant façonné la relation entre la technique et le contenu. Car entendre, c'est comprendre. Et capter un souffle, une hésitation ou un rire furtif, c'est raconter bien plus qu'un discours. À mesure que les formats se multiplient, talk show, émissions de plateau, fiction, captation sportive, la chaîne sonore se complexifie. Chaque micro a son usage propre. Les ingénieurs du son font des choix, proposent aux artistes. Le but, retranscrire au mieux le son des instruments et des voix. Et en sport, c'est pareil. Le micro devient invisible, mais omniprésent. Acte 5, prise de son spatialisée. En 1881, on est bien avant la radio et les micros modernes. Et pourtant, un ingénieur français, Clément Ader, s'apprête à faire entendre quelque chose de totalement nouveau. Le son en 2 canaux, ce qu'on appellera plus tard la stéréo. Ader installe plusieurs transmetteurs téléphoniques, on en parlait plus tôt, directement sur la scène de l'Opéra de Paris. Ces micros primitifs captent la musique et les voix pendant les représentations. Les signaux sont ensuite envoyés à distance jusqu'à une salle d'écoute de l'exposition d'électricité à Paris. Là-bas, les visiteurs s'assoient, prennent 2 écouteurs, un pour chaque oreille, et entendent le spectacle en direct, comme s'ils étaient assis dans la salle de l'opéra. C'est la première démonstration publique de son stéréophonique au monde. En 1931, Alain Blumlein, ingénieur britannique, surdoué de chez EMI, regarde un film au cinéma avec sa femme. Sauf qu'à l'époque, le son des talkies, les premiers films parlants, sort d'un seul haut-parleur, souvent placé sur le côté de la salle. Résultat, l'acteur est à gauche de l'écran, mais sa voix vient de droite, c'est plutôt déconcertant. Quelques mois plus tard, en septembre 31, il note ses premières idées. Comment enregistrer et produire le son en 2 canaux pour recréer la direction et la profondeur. Il définit la technique. Le microphone croisé à 90 degrés, encore appelé aujourd'hui le couple Blumlein. Le disque stéréo avec 2 canaux gravés dans la paroi d'un seul sillon. Le matrissage audio, gauche-droite, des sommes, des différences. Et même les premiers circuits de spatialisation du son pour casque et haut-parleurs. 46, 47, 48, 49, 50. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. En 1933, Blumlein réalise ses premiers enregistrements binauraux. Et dès 1934, il enregistre la symphonie Jupiter de Mozart. Plus tard en France, l'ORTF et ses ingénieurs, parmi lesquels Chardonnier, Condamine et Laracine, développeront une technique de prise de son permettant la retranscription stéréophonique. À l'aide de 2 micros cardioïdes, disposés avec un angle de 110 degrés et séparés de 17 cm, ils recréent l'écartement des oreilles d'un être humain. Cette technique donne satisfaction et permet un rendu stéréo qualitatif et déjà immersif. Le couple ORTF devient le standard mondial et on l'utilise encore aujourd'hui. Mais au lieu de mettre un micro, on a mis le fameux
tête artificielle avec les 2 micros, et on faisait tourner les comédiens autour, et on mettait 2 haut-parleurs, et ils se disaient, mais nous, c'est le miracle. On est au théâtre, c'est aussi bien à part qu'on ne le voit pas. Ça, vous imaginez, vous, tout ce qu'on peut faire artistiquement avec ça. Le son n'est plus seulement enregistré et rejoué. Il est modélisé, reconstruit, presque recréé autour de nous. Grâce au progrès du traitement numérique, de la psychoacoustique et de la modélisation physique du son, on peut désormais reproduire des champs sonores entiers, comme si on téléportait une ambiance dans une autre pièce. Avec l'évolution des normes, on capte en 5.1, voire en 7.1.4, pour des retransmissions immersives. Le son suit le ballon, mais aussi le public, l'attention, l'émotion. On ne commente plus seulement le match, on le fait ressentir. Les microphones font partie de cette cinématisation du direct. Comme les caméras grand capteur floutent l'arrière-plan, les micros séparent les voix des ambiances, créant une dramaturgie sonore. On parle d'Object-Based Audio. C'est ce qu'on trouve avec le Dolby Atmos. Chaque son devient un objet sonore virtuel placé dans l'espace et chaque objet est accompagné de métadonnées spatiales, sa position, son mouvement, sa distance, sa réverbération. On trouve aussi la technique du Scene-Based Audio. Plutôt que de placer chaque son séparément, cette approche enregistre tout le champ acoustique d'une pièce à 360 degrés. C'est un peu comme faire une photo sonore complète. L'Ambisonics et le Higher Order Ambisonics modélise le comportement physique des ondes sonores dans un espace donné. Mais avant de retranscrire la spatialisation, il faut capter les sons. Alors on multiplie les points en posant des micros, des couples à différents endroits de la salle. Et puis de nouvelles techniques apparaissent, comme les coincident ou les spaced arrays, où on monte une série de microphones soit très proches, soit très éloignés les uns des autres. On a aussi l'arrangement omni-surround. Ici, on utilise 5 micros omnidirectionnels placés à des distances précises les uns des autres, 3 micros à l'avant pour couvrir la gauche, la droite et le centre, et 2 à l'arrière pour la profondeur. On trouve aussi la même technique en version cardioïde. Et puis, on a l'école japonaise, avec l'arbre Fukada et le carré Hamasaki. Plusieurs constructeurs développent des micros dédiés à la prise de son immersive. C'est le cas d'Audio-Technica par exemple avec le BP3600 ou encore de Rode avec le NTSF. La France n'est pas en reste et ça se passe en Bretagne. Le M480 est issu des travaux de Laurent Fechter, Noisemakers, Charles Véron, François Salmon et le laboratoire Perception du Lab STICC de l'Université de Bretagne occidentale. Et demain ? Des algorithmes sont déjà capables d'isoler une voix dans un environnement bruyant, de corriger automatiquement un placement de micro hasardeux, de générer un mix multicanal à partir de sources mono. On peut imaginer qu'avec une dose d'IA, on pourra générer des ambiances à l'aide d'un prompt, de recréer l'atmosphère d'une salle de manière totalement artificielle en studio. Pour autant, rien ne remplacera la chaleur naturelle d'un stade qui vrombit à l'unisson, les rires aux éclats sur une porte qui claque de Comédie Boulevard, la ferveur des applaudissements aux tombées de rideaux et la joie des rappels au cœur d'une salle de concert. Le microphone, de plus en plus discret, de plus en plus intelligent, reste le capteur intime de notre époque. Celui qui transmet l'émotion brute, la sincérité d'un mot ou la tension d'un silence. Loin d'être un simple accessoire, il est un témoin invisible mais essentiel de l'histoire du broadcast. C'était Rewind, le podcast modulaire qui vous susurre à l'oreille l'histoire du broadcast. À très vite pour un prochain numéro.